La bonne vieille méthode scolaire où on marque en rouge les erreurs et on donne de mauvaises notes quand l'enfant fait une erreur. Alors il est clair que cette méthode a encore de beaux jours devant elle, mais je pense qu'il est essentiel pour le parent de comprendre que l'erreur n'est pas quelque chose à éviter, mais c'est plutôt en fait une occasion d'apprendre. Pourquoi ? Alors il faut savoir que le cerveau de votre enfant fait de façon tout à fait instinctive et spontanée des prédictions sur son environnement. Je l'explique en détail dans l'article dont je mets le lien ici. Donc il fait des prédictions, il émet des hypothèses et en continu, son cerveau va essayer finalement de confirmer ou d'infirmer ces hypothèses. Donc il va émettre une hypothèse sur une information et puis s'il y a un écart entre l'hypothèse d'un côté et la réalité, c'est-à-dire la réponse à la question par exemple qu'on lui pose, eh bien c'est à ce moment-là précis que son cerveau va rentrer en ébullition, qu'il va se suractiver, parce que le but du cerveau, c'est justement de réduire l'écart entre l'hypothèse que votre enfant fait et la réponse. Alors l'importance du fait de faire des erreurs, mais donc aussi finalement de se tester pour voir si on fait des erreurs ou pas, a été particulièrement bien démontrée dans une expérience qui comparait 3 groupes de collégiens. Ces groupes de collégiens, ces 3 groupes, avaient chacun 8 heures pendant lesquelles ils pouvaient étudier une leçon. Seulement, ces 8 heures n'étaient pas composées de la même façon. Le premier groupe étudiait véritablement, sans se tester pendant 8 heures. Le deuxième groupe étudiait pendant 6 heures et se testait les 2 dernières heures. Et finalement, le troisième groupe de collégiens avait 4 heures d'études, mais aussi 4 heures de tests. Alors, si on teste directement après la connaissance de ces collégiens par rapport à la matière qui a été vue, on se rend compte finalement que tous restituent de façon plus ou moins équivalente la matière. Et ça peut se comprendre parce qu'à ce moment d'évaluation, donc au moment où on teste les étudiants pour voir ce qu'ils ont retenu, mais finalement les informations sont encore stockées dans ce qu'on appelle la mémoire à court terme ou la mémoire de travail. Par contre, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que si on teste ces étudiants plus tardivement, à savoir 48 heures après qu'ils aient étudié la matière, sans qu'ils aient rafraîchi leur mémoire, on se rend compte que les étudiants qui ont étudié pendant 4 heures mais qui se sont aussi testés eux-mêmes pendant 4 heures, ont retenu beaucoup plus facilement que ceux qui n'ont fait que étudier. Alors évidemment, qu'est-ce que ça a comme implication par rapport à la vie de nos enfants ? Alors, si vous êtes parent, il est clair que vous avez déjà remarqué que votre enfant a plutôt tendance à vouloir étudier, sans forcément refaire des exercices ou sans forcément vouloir se tester, simplement parce qu'il a l'impression qu'en fait, finalement, le fait de se tester est une perte de temps. Et ici, dans l'expérience, on remarque quand même que le fait que les étudiants aient été évalués pendant 4 heures, ça veut dire qu'ils n'avaient plus que 4 heures d'études. Ce n'était pas 4 heures supplémentaires par rapport à la durée totale. La durée totale était de 8 heures pour les 3 groupes de collégiens. Ce qui prouve bien que finalement, l'étude, évidemment, est importante. Il faut étudier à la base un minimum pour pouvoir s'évaluer, mais elle n'est pas plus importante, certainement pas, plus que la partie évaluation. Donc quand votre enfant fait face à une période de révision, à des examens, surtout dites-lui bien qu'une fois qu'il a étudié, il faut absolument qu'il s'évalue. Parce que c'est lors de l'évaluation que son cerveau va faire ses hypothèses et va comparer ses hypothèses, ses prédictions à la réalité, et que si l'écart est important, il va s'activer et mémoriser. Quelque chose d'assez incroyable, mais il y a plein d'autres informations qui vous étonneront certainement donc dans l'article dont je remets le lien ici. Il faut savoir que quand le cerveau fait ses prédictions et qu'il les compare à la réalité, évidemment s'il y a un écart, dont je vous ai dit, la mémoire va être d'autant plus optimale, la rétention des informations va être très importante, mais pas seulement pour les informations qui viennent d'être étudiées, mais aussi pour des informations complètement fortuites, qui n'ont rien à voir avec la leçon qui a été étudiée, mais qui simplement ont été révisées par exemple pendant la journée. Et pareil, pour ces informations, la mémoire va être optimisée. Donc imaginons que votre enfant a, je ne sais pas moi, une leçon en mathématiques, mais que dans la même journée, il a revu son cours d'histoire. Et bien quand il va faire ses exercices de maths, qu'il va faire des prédictions, il va se tromper, il va du coup réfléchir et activer sa mémoire. Non seulement
le théorème de Pythagore, on va dire, va être enregistré, mais aussi la leçon d'histoire qu'il vient de voir. Ça me touche particulièrement parce que j'étais nulle en histoire, et donc évidemment j'aurais aimé avoir ce genre d'informations à l'époque qui m'auraient largement rassurée et qui m'auraient poussé à m'évaluer de plus en plus. Alors il faut savoir que pour que le cerveau fasse ses prédictions et les compare à la réalité, il faut qu'il estime déjà que le niveau de difficulté de la matière est tout à fait idéal. Donc il ne faut pas que ce niveau soit trop compliqué, parce que sinon le cerveau va quelque part calculer la probabilité de risque de se tromper. Si cette probabilité est très très importante, le cerveau quelque part va un petit peu se bloquer. C'est-à-dire qu'il va considérer simplement que l'écart entre les prédictions qu'il fait et la réalité est tellement important que voilà, c'est quelque chose qui va peut-être le frustrer. Maintenant, à côté de ça, il faut savoir aussi que si le niveau n'est pas suffisant, si la matière qui doit être revue est trop simple pour votre enfant, l'écart est tellement faible que finalement le cerveau va se désintéresser. Donc il y a là aussi un concept qui a été vérifié scientifiquement, même sur IRM, qui est le concept de la curiosité intellectuelle. Donc il faut savoir qu'évidemment, pour que le cerveau apprenne mieux, il faut qu'il soit plus motivé à apprendre, et cette motivation va dépendre du niveau de difficulté de ce qu'on lui propose. Et enfin, il faut savoir que le cerveau de l'enfant fait finalement des prédictions, donc comme je disais, de façon tout à fait spontanée. Il a une curiosité intellectuelle qui de toute façon va le pousser à vouloir expérimenter sur son environnement. Maintenant, c'est parfois un petit peu, mal compris par certains. Donc, effectivement, il est clair que le cours magistral à l'école, celui dans lequel l'enfant écoute paisiblement, mais aussi passivement le professeur, ce n'est pas idéal pour que le cerveau fasse des prédictions, puisque finalement il n'y a pas assez d'interaction, pas assez d'opportunités pour que le cerveau fasse ses prédictions. Donc le cours magistral en général, en tout cas s'il n'y a pas d'interaction avec le professeur, pas de questions, pas d'opportunités d'évaluation, mais finalement on ne sert pas à grand chose au niveau de la mémorisation en tout cas. Ça peut être le moment d'expliquer, mais en tout cas pas le moment de mémoriser et de s'évaluer. Mais à contrario, un enseignement qui se veut beaucoup trop autonome, où on laisse complètement l'enfant quelque part livré à lui-même, alors ça dépend, il y a plusieurs définitions d'enseignement autonome aussi, ce n'est pas bon non plus, parce qu'on ne dirige pas assez l'enfant, c'est-à-dire on attend de lui qu'il fasse des prédictions, seulement il ne sait pas dans quel cadre les faire, il ne sait pas sur quoi les faire, parce que simplement il est un petit peu laissé en face d'une multitude de choses à comprendre, à voir, et voilà, il n'est pas guidé, son questionnement n'est pas guidé. Donc il a été montré que ce soit d'un côté vraiment, je vais dire, enseignement complètement autonome, qu'on montre bien ce dont je veux parler, et l'enseignement magistral, c'était deux extrêmes qui n'étaient pas idéales pour la mémorisation. Un petit peu à l'intermédiaire, ce qu'on appelle les pédagogies actives, au contraire, ce sont des pédagogies qui amènent l'enfant à se poser des questions, mais quand même qui le guident. Donc, par rapport à ces deux autres extrêmes, c'est le choix sans doute le plus opportun par rapport à la mémorisation des informations. Pour illustrer mon propos, on va prendre simplement l'exemple du microscope. Donc imaginez-vous 3 façons différentes d'apprendre à utiliser un microscope. Dans le premier exemple, qui est celui du cours magistral, on vous dit voilà, ceci est un microscope, il sert à observer des objets infiniment petits, il est composé de telle et telle lentille, on l'utilise au niveau de la réfraction. Donc vous voyez là, on explique tout à l'enfant, on ne lui permet pas de se poser de questions, il ne mémorise pas. A contrario, on peut lui dire, comme dans un enseignement vraiment autonome où l'enfant est laissé, on va dire, à lui-même, voici un microscope. Et puis, c'est tout. Il faut vraiment aller à un niveau intermédiaire. C'est-à-dire, il faut lui dire, voici, ceci est un microscope. À ton avis, par où allons-nous observer les organismes vivants? Ou, ah tiens, pour faire un agrandissement, quels sont les types de lentilles auxquelles tu penses? Ou, ok, à ton avis, à quoi sert cette vis? Donc là, on présente à l'enfant l'information qu'il doit apprendre, mais aussi, surtout, on va lui demander de se poser des questions et on va lui demander de s'émerveiller quelque part, ou que son cerveau, en tout cas, même sans qu'il s'en rende compte, s'émerveille face aux erreurs en fait qu'il a commises. Donc voilà, j'espère que vous avez compris que l'erreur, c'est indispensable pour l'apprentissage. Donc ça devrait être
vraiment expliquer aux enfants de cette façon-là, lui dire écoute, tu as fait une erreur, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Out. Je pense que j'ai oublié de vous dire que si vous voulez vous abonner, c'est par ici. Oh, erreur, erreur.